Vous voulez un plan d'urgence qui sauve vraiment la vie en mer? Alors regardez cette vidéo. Vous avez un plan d'urgence à bord, mais peut-être que le jour où vous en aurez vraiment besoin, ce plan sera inutilisable. Vous avez rédigé un plan d'urgence, alors vous l'avez écrit, vous l'avez plastifié, vous l'avez rangé dans un classeur, et là vous vous dites, c'est bon, c'est fait. Alors on peut s'interroger sur pourquoi parfois certains plans qu'on a établis ne survivent absolument pas au premier stress en conditions réelles. On peut s'interroger aussi sur qu'est-ce qui fait que certains équipages vont réagir juste, vite, alors que d'autres vont totalement se figer, ou même pourquoi des plans d'urgence qui sont bien rédigés sur le papier sont totalement inutiles à 3 heures du matin quand il fait nuit, que la mer est agitée. Dans cette vidéo, on va parler des erreurs les plus fréquentes lorsqu'on construit son plan d'urgence ou ses plans d'urgence. On va également parler de psychologie du stress, on va parler de la méthode que nous utilisons sur Ikigai pour construire nos plans d'urgence et puis surtout comment on les teste. Et pour vous aider à passer à l'action, j'ai préparé un document de synthèse au format checklist. Ce document est téléchargeable, vous pouvez trouver le lien en description de la vidéo. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Lilian Dupré. Je suis psychologue spécialisé en gestion du stress, en conduite de changement et en préparation mentale. Et depuis plus de 25 ans maintenant, j'accompagne des particuliers, des professionnels vers l'atteinte de leurs objectifs. Je suis également Yachtmaster, certifié par la RYA, la Royal Yachting Association, au Royaume-Uni. Et depuis 2022, avec notre famille, nous avons laissé notre ancienne vie derrière nous et nous voyageons à bord d'Ikigai. Alors nous voyageons au rythme de nos projets familiaux, de nos projets personnels et de nos projets professionnels. Sur Ikigai Voyage, je vous aide à transformer votre projet de vie en mer en une réalité concrète, préparée et sereine. Et si je vous parle aujourd'hui de plans d'urgence, c'est que dans la majorité des cas, les plans d'urgence que j'ai pu lire se révèlent inutilisables lorsqu'on en a le plus besoin. Ce que je vous propose là dans cette vidéo, ça va être de voir d'abord qu'est-ce qu'on entend par un plan d'urgence en mer. Et puis, qu'est-ce qu'on confond souvent avec un plan d'urgence. Ensuite, de voir quelles sont les erreurs, les 5 erreurs les plus communes lorsqu'on veut construire un plan d'urgence. Et puis de voir ensemble comment on peut construire un plan vraiment opérationnel le jour J, quand on en a besoin, un plan adapté à votre équipage, à votre bateau. Et enfin, quel est le test ultime pour savoir si votre plan il est vraiment opérationnel, si vous pouvez vraiment compter dessus lorsque vous en aurez le plus besoin. Ce qu'est vraiment un plan d'urgence en mer. Alors on va commencer par le départ. Lorsque je parle de plan d'urgence en mer avec des plaisanciers ou avec des bateaux copains, c'est vrai que la plupart du temps, ce qui vient en premier à l'esprit, c'est un document, souvent plastifié, qu'on va retrouver dans un classeur. Ça peut être également une liste de numéros d'urgence. Ça peut être un formulaire qu'on va remplir avant le départ. Et c'est bien là que va commencer le problème, parce que en fait, un plan d'urgence en mer, c'est bien plus qu'un document. En réalité, un plan d'urgence en mer, c'est un système, et un système qui doit fonctionner avec 3 grosses contraintes. Et des contraintes qui viennent en simultané, ça va être le stress, la fatigue et l'imprévisibilité. Pensez à la dernière fois où vous avez vécu une situation comme ça de stress. Alors, pas forcément une situation en mer. Ça peut être une situation de la vie quotidienne, un accident de voiture, ça peut être un enfant qui tombe, vous voyez, une situation comme ça, imprévisible et extrêmement stressante. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là? En fait, ce qui va se passer, c'est que le cerveau, lui, dans la plupart du temps, il va se figer. On va chercher quoi faire, on va hésiter, on va regarder autour de nous, en regardant les autres, et souvent en attendant que quelqu'un prenne les choses en main. Alors en psychologie, c'est un nom. Alors en anglais, on appelle ça de freeze response. Ça veut dire la réponse de figement.
Alors cette réponse, par laquelle en fait on va être totalement figé, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal face à une menace qu'on va estimer comme écrasante. Le problème, c'est qu'en mer, cette réponse-là peut avoir des conséquences dramatiques. Alors dans ce type de situation d'urgence, moi il y a 3 points que je retiens. Le premier point, c'est que vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est cette fameuse vision en tunnel. L'adrénaline, elle a cette conséquence-là, c'est qu'on va avoir un champ visuel qui va se rétrécir et qui peut se rétrécir jusqu'à 75%. Donc quand on parle de vision en tunnel, c'est vraiment ça. Vous pouvez avoir quelque chose à 2 mètres de vous, mais même quelque chose de gros, une ancre, et absolument passer à côté. Le deuxième point que je garde à l'esprit, quand je pense à construire ou à utiliser un plan d'urgence, ça va être l'amnésie sélective. En fait, on avait parlé dans une autre vidéo de l'hormone du stress, le cortisol. Le truc du cortisol, c'est que vous allez faire un blackout, une amnésie sur 62% des informations. Donc globalement, 62% des procédures que vous connaissez vont disparaître. Et le troisième point que je garde à l'esprit, c'est la surcharge cognitive. En fait, quand il y a trop d'informations à gérer, le cerveau il bug, il va se paralyser. C'est pour ça que l'IMO, l'Organisation internationale maritime, préconise de simplifier les procédures. Donc nos plans d'urgence, ils doivent tenir compte de cette réalité-là. Ils ne doivent pas être conçus pour une personne qui réfléchit calmement. Il doit être conçu pour une personne qui est à fond sous stress. Quelqu'un qui peut être brutalement réveillé pendant son sommeil. Quelqu'un qui peut avoir le mal de mer. Quelqu'un qui peut être tout seul sur le pont. Alors pour moi, si on me demande quelle est la définition d'un plan d'urgence, je vais dire qu'un plan d'urgence, c'est un protocole qui est simple à exécuter, un protocole qui est connu de tous et un protocole qui a été testé avant qu'on en ait besoin. Vous verrez, je reviendrai sur ces notions-là tout au long de la vidéo. Alors nous, sur Ikigai, on a répertorié 5 grands types d'urgence. Alors la première catégorie en plan d'urgence, c'est l'homme à la mer. L'homme à la mer, on connaît tous cette situation-là. Et alors, ce qui est marrant, c'est que, enfin c'est marrant, c'est pas très marrant, mais c'est souvent le plan d'urgence le plus mal géré. Parce que c'est une situation où alors là, chaque seconde va compter. Et puis surtout, c'est une situation où l'émotion peut prendre très très rapidement le pas sur la procédure. La deuxième catégorie pour nous, c'est l'avarie majeure. Alors en avarie majeure, ce qu'on va entendre, ça va être par exemple la voie d'eau, ça peut être un dématage, ça peut être un incendie. Vous voyez, ce sont des situations où on va devoir prendre des décisions structurelles extrêmement rapidement. La troisième catégorie, ce sont les urgences médicales. En mer, on est parfois, alors on navigue en couple ou à 4, dans la majorité des cas, des fois seul. Mais en tout cas, on est la seule personne à même de résoudre le problème, de résoudre la situation pendant des heures, voire pendant des jours. Donc là aussi, c'est on va dire une catégorie sensible. Quatrième catégorie, ce sont les conditions météo extraordinaires, pour pas dire extrêmes. Ça peut être une tempête, ça peut être des grains extrêmement violents, ça peut être une mer croisée. En tout cas, ce sont des situations qui vont épuiser l'équipage et qui vont réduire fortement notre capacité en termes de prise de décision. Et la cinquième catégorie, ça va être la perte ou la défaillance de systèmes critiques. Par exemple, la perte du moteur, la perte du pilote auto, de la VHF. En tout cas, ce sont des situations qui vont nous amener à modifier profondément notre façon de conduire le bateau. Vous voyez, votre plan d'urgence va devoir couvrir ces 5 catégories. Ça veut dire avoir des protocoles pour chacune d'entre elles. Alors, on peut utiliser le terme de protocole. Pour moi, le terme de plan d'urgence, c'est le plan global qui inclut tous les protocoles.
on pourrait utiliser le terme de plan d'urgence pour chaque catégorie. Le plan d'urgence, c'est beaucoup plus large qu'un simple document. C'est vraiment un système qui est vivant, un système qui est connu, un système qui est testé. Si je devais synthétiser ce qu'est un plan d'urgence, déjà je dirais que c'est pas un classeur. Je dirais que le plan d'urgence est un système qui est conçu pour fonctionner sous stress, sous fatigue et dans des conditions d'imprévisibilité. Je dirais également qu'il doit couvrir les 5 types d'urgence principale et qu'il doit répondre, ce plan d'urgence doit répondre à 4 critères fondamentaux. Le premier, ça va être que c'est un protocole clair, un protocole qui est connu de tous, qui est simple à exécuter et qui a été testé avant qu'il ait été nécessaire de l'utiliser. Partagez en commentaire la façon dont vous avez organisé votre sécurité à bord. Est-ce que vous avez des plans d'urgence? Comment vous les avez formalisés? Puis comment vous les utilisez? La question qu'on peut se poser maintenant, c'est bon, ok, on sait ce que c'est qu'un plan d'urgence, mais qu'est-ce qui fait que beaucoup de plans d'urgence ne vont pas fonctionner au moment où on en aura le plus besoin? Les 5 erreurs qui rendent un plan d'urgence inutilisable. En accompagnant, en naviguant avec différents équipages, que ce soit des amis, de la famille, des professionnels, ce que j'ai constaté, c'est que, quelle que soit l'expérience ou même la nature du bateau, c'était souvent les mêmes erreurs qui revenaient. Et c'était ces erreurs-là qui rendaient le plan d'urgence inopérant. Erreur numéro 1, le plan est rédigé pour des conditions normales. La première erreur, elle est fondamentale, c'est que la majorité des plans d'urgence sont rédigés dans le calme, sont rédigés au bureau, à quai, quand on est en forme physique, on est reposé. Et de fait, le présupposé, c'est que celui qui va lire le protocole est dans le même état. Et ça, c'est une erreur majeure. C'est important de garder à l'esprit que en situation de stress réel, d'urgence réelle, le fonctionnement de notre cerveau, nos capacités cognitives, c'est-à-dire nos capacités d'analyse, vont se réduire, vont chuter, mais drastiquement. Notre mémoire de travail, elle est saturée au maximum. Notre capacité à prendre des décisions est ralentie. Et notre capacité à lire un texte dense, alors lui, est totalement anéanti. Un plan d'urgence utile doit être conçu pour quelqu'un qui est en stress maximum. Ce que ça veut dire des phrases courtes, des actions numérotées, un message par ligne et une présentation visuelle qui va guider l'œil automatiquement. Pour nous, sur Ikigai, notre règle d'or, c'est une ligne, une action, une décision. Erreur numéro 2, le plan n'est connu que du skipper. Cette deuxième erreur découle de la première. Si le plan ne repose que sur vos capacités de mémorisation, les capacités de mémorisation du skipper, qu'est-ce qui se passe quand c'est lui qui est en difficulté? Qu'est-ce qui se passe quand c'est lui l'homme à la mer? Qu'est-ce qui se passe quand c'est lui qui est blessé? Parce que dans ce cas-là, on voit bien que le plan ne sert à rien, en fait. Un plan vraiment opérationnel, c'est un plan qui doit être connu de tous, y compris les personnes les moins expérimentées, et à leur niveau, y compris les enfants. Alors là, ça va impliquer quelque chose que beaucoup évitent, ça va être les exercices, les entraînements. Mais bon, on y reviendra plus tard sur ce point-là. Erreur numéro 3, les rôles ne sont pas clairement définis. Dans cette troisième erreur, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a listé des listes, on a fait des listes d'actions, mais on n'a pas défini qui fait quoi. En situation d'urgence, lorsque les rôles ne sont pas clairs, en fait, ça crée de la confusion. Et
dans cette confusion, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tout le monde va se regarder un petit peu en chien de faïence. Tout le monde va attendre que l'autre fasse quelque chose, prenne l'initiative. Mais pendant ce temps-là, les secondes, elles vont passer. Un vrai plan d'urgence va attribuer des rôles spécifiques aux personnes qui sont là, à l'équipage réel. Alors pas à l'équipage idéal, hein, mais vraiment à l'équipage qui est présent ce jour-là sur le bateau, c'est-à-dire en fonction de leurs caractéristiques. Ça signifie que votre plan d'urgence doit être flexible et que chaque personne, chaque membre d'équipage sait quoi faire, connaît son rôle dans chaque type de scénario. Erreur numéro 4, le plan n'a jamais été testé. Cette quatrième erreur, c'est certainement la plus courante en fait. Le plan existe, il a été rédigé, mais on ne l'a jamais mis en pratique. On n'a jamais fait d'exercice ou on n'a jamais fait de simulation par rapport à ce plan. En psychologie de la performance, ce que l'on dit, c'est que la compétence se construit dans l'action. Elle ne se construit pas dans la lecture. Autrement dit, on ne devient pas capable de gérer une urgence en lisant comment gérer l'urgence. On devient capable de gérer une urgence en pratiquant et en mettant en œuvre les actions liées au protocole. Et tous ces exercices qu'on peut avoir, les exercices d'homme à la mer, les exercices d'incendie, de voie d'eau, en fait, ce sont pas, il ne faut pas les aborder, enfin en tout cas nous sur Ikigai, on ne les aborde pas comme des formalités ou comme des contraintes, mais plutôt comme des moments où on va passer du statut de document au statut d'outil. Erreur numéro 5, le plan ignore la dimension psychologique. Cette cinquième erreur, c'est celle souvent dont on parle peu. Le plan d'urgence va traiter assez naturellement les aspects techniques de la procédure, mais va totalement négliger la dimension psychologique de la crise. Et pourtant, cette dimension psychologique, c'est souvent ce facteur-là qui fait la différence. Comment on va gérer la panique d'un équipier ? Comment on va prendre une décision sous la pression? Comment on va maintenir la cohésion de l'équipage quand la situation se dégrade? Comment on va continuer à communiquer clairement quand le stress monte? Un plan opérationnel va intégrer ces éléments. Il va prévoir, par exemple, qui a l'autorité de décision. Il va prévoir comment circule l'information. Il va prévoir comment on va gérer un équipier qui se fige ou qui panique. Si je devais reprendre les 5 erreurs qu'on vient de voir, je dirais que la première erreur, ça va être le fait de concevoir, de rédiger surtout un plan d'urgence dans des conditions normales. La seconde erreur, ça serait que ce plan ne soit connu que du skipper. La troisième erreur, ça serait que les rôles n'ont pas été attribués. La quatrième erreur, c'est le fait que ces plans ne sont pas testés en simulation, en pratique. Et la dernière erreur, la cinquième, ce serait que la dimension psychologique soit totalement oubliée. Si tous ces éléments-là vous parlent, laissez un commentaire ou bien partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être un ami navigateur, ça peut être un compagnon de croisière ou un futur équipier. Ces informations peuvent faire une vraie différence. Bon, là, on connaît les pièges à éviter. Il n'y a plus qu'à, c'est-à-dire passer à l'action, construire ces plans d'urgence. Ce que je vous propose, c'est de partager avec vous la façon dont nous faisons sur Ikigai. Alors, il y a certainement d'autres façons de faire. Vous avez peut-être vos propres façons de faire. L'idée, c'est que vous puissiez enrichir, partager, vous inspirer ou pas du tout de ce que nous pouvons faire sur Ikigai. Comment construire un plan vraiment opérationnel? Pour nous, sur Ikigai, on a repéré une façon de construire ce plan et on a plusieurs étapes, on a 5 étapes qui s'enchaînent finalement de manière assez logique. Étape 1, cartographier vos scénarios, vos scénarii réels. On commence par
par analyser de façon honnête notre navigation. Alors pas la navigation idéale, hein, la navigation réelle. La zone fréquentée, les conditions météo, qui est avec nous, les compétences réelles de notre équipage. Cette analyse, elle nous permet de repérer quels pourraient être les scénarios les plus probables. Et à ce moment-là, de mettre en place des protocoles qui vont être vraiment adaptés. C'est pas la même chose de traverser l'Atlantique avec un équipage de 4 adultes en forme physique et hyper expérimentés que de faire une croisière familiale avec des enfants en Méditerranée. Étape 2, rédiger des protocoles d'action simples et visuels. Pour chaque scénario identifié, on va rédiger un protocole d'action. Mais on va le rédiger selon des règles précises. Notre règle numéro 1, c'est une ligne, une action. Voilà. On ne fait pas de phrases longues, on ne fait surtout pas de paragraphe. Une ligne avec une phrase courte, un verbe d'action au présent. Lancer le moteur, jeter la bouée fer à cheval, appuyer sur le bouton MOB du GPS. Voilà, une phrase courte avec un verbe d'action. Notre règle numéro 2, c'est d'utiliser des codes couleurs. Alors nous, sur Ikigai, par exemple, on va utiliser des couleurs en fonction du type d'urgence. Tout ce qui va être homme à la mer, c'est rouge. Tout ce qui est incendie, pour nous, c'est orange. Tout ce qui est voie d'eau, c'est bleu. En fait, votre cerveau stressé, lui, va reconnaître la couleur avant même de lire le texte. Règle numéro 3, on utilise beaucoup de repères visuels. Ça peut être des icônes, ça peut être des flèches, ça peut être des chiffres écrits en gros. Voyez, en fait, la forme visuelle doit guider votre œil et ne doit pas vous faire travailler, ne doit pas faire travailler l'œil. Règle numéro 3, on va attribuer des rôles pour chacun à l'intérieur de chacun des scénarios. Pour chaque scénario d'urgence, on va définir des rôles. Mais après, on va définir aussi ces rôles en fonction des différentes configurations d'équipage. C'est pas la même configuration, encore une fois, lorsqu'on fait une navigation hauturière avec 4 adultes expérimentés ou quand on fait de la navigation côtière en famille ou même quand on fait de la navigation solo. On va pas être sur les mêmes protocoles. Alors, on va pas créer des dizaines et des dizaines de protocoles parce que souvent on a une configuration type. Lorsqu'on est en grande croisière, cette grande croisière, elle peut durer 1 an. Si pendant 1 an, on part avec sa femme ou son conjoint et puis ses 2 enfants, voilà, les protocoles vont être construits sur cette base-là. Chaque personne sur le bateau connaît son rôle en fonction du scénario. Alors, ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous pouvez même imaginer un rôle de substitution si la personne concernée est hors d'état pour assurer son rôle. Étape numéro 4, former et informer l'équipage avant de partir. C'est l'étape que beaucoup de chefs de bord trouvent inconfortable parce que avant de partir, il faut avoir une discussion sérieuse, faire un brief de sécurité. Alors pas juste un survol, mais un vrai brief de sécurité. Voilà, on n'a soit pas envie, soit on trouve ça superflu. Bon, au final, souvent cette étape, elle est un peu négligée. Ce brief, lui, il va couvrir les différents types d'urgences possibles, les rôles de chacun, l'emplacement des équipements de sécurité, les protocoles à suivre. Alors vous voyez, ce brief-là, il dure pas longtemps, il va durer 10-15 minutes. Mais ces 10-15 minutes peuvent quand même changer beaucoup de choses. Étape numéro 5, pratiquer régulièrement. La pratique régulière, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est souvent négligé, je le comprends. On est en croisière, on est en vacances, on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'est pas à l'armée, etc. On n'est pas dans une dimension professionnelle non plus. Mais voilà, prévoyez autant que faire se peut, en tout cas c'est mon encouragement, des moments où vous pouvez faire des exercices.
des simulations, comment on va jeter le radeau de survie, qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un tombe à la mer. Voilà, des moments vraiment où on va pratiquer la mise en œuvre des protocoles. Lorsque vous pratiquez, c'est important que ça se fasse sans stress. On est sur des temps d'apprentissage. Donc ça doit se faire sans stress, tranquillement, dans la bonne humeur, le sérieux et la bonne humeur. Voilà, le but, c'est ces exercices, ce qu'ils vont produire, c'est qu'ils vont augmenter la confiance de l'équipage. Et puis surtout, c'est par cette pratique que la compétence, elle va naître. Vous voyez, moi, lorsque je pense entraînement, exercice, il n'y a que 2 chiffres qui me viennent en tête. C'est 90 et 35. 90, c'est le pourcentage de baisse de votre efficacité quand il n'y a pas d'entraînement. C'est beaucoup, hein? On perd 90% d'efficacité quand il n'y a pas d'entraînement. 35%, 35, c'est 35% d'augmentation de survie grâce à l'entraînement. Donc 90-35, ce sont mes 2 chiffres clés. Cartographier les scénarios réels, rédiger des protocoles simples et visuels, attribuer des rôles selon les configurations d'équipage, former et informer l'équipage avant le départ et pratiquer régulièrement. Pour nous, sur Ikigai, ce sont nos 5 étapes pour construire des plans d'urgence vraiment opérationnels. C'est aussi pour ça que j'ai créé les outils du navigateur, que ce soit le livre de bord Ikigai Voyage, les carnets de navigation ou mes mouillages de rêve. Ces ouvrages sont conçus comme des outils pour vous aider à préparer, à sécuriser vos croisières entre amis ou en famille. Ils sont disponibles sur Amazon, tous les liens sont dans la description. Et pour ceux qui souhaitent un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez nous contacter au travers de notre site internet ikigai-voyage.com. À ce niveau-là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour construire vos propres plans d'urgence, vos propres protocoles. L'idée, moi, dans cette vidéo, c'est pas de vous dire, voilà, il faut suivre ce protocole, ce protocole, ce protocole, parce que les protocoles sont aussi adaptés en fonction du projet navigation, de l'équipage, du type de bateau, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez construire, modifier, optimiser vos plans d'urgence sur la base des éléments qu'on peut partager ensemble. Et encore une fois, c'est notre méthode, la méthode que nous utilisons sur Ikigai. Certainement qu'il y a d'autres méthodes qui sont tout aussi valables et qui peut-être même peuvent vous correspondre mieux. Il n'y a pas de règle absolue. La seule règle, c'est mon encouragement, ça va être de vraiment construire vos plans d'urgence. Parce que la question qui vient maintenant, elle est simple, hein, c'est comment je peux être certain que mon plan d'urgence va être efficace, comment je peux tester son efficience. Le test ultime de votre plan d'urgence. Il existe un test simple, un peu brutal, mais simple, qui vous dira immédiatement si votre plan est réellement opérationnel. Ce test, je l'appelle le test des 3 conditions. Première condition, le test de nuit. Il est 2 h du matin, vous sortez de 4 heures de quart, dehors il fait couvert, il fait nuit noire. Là, est-ce que vous trouvez, par rapport à votre plan d'urgence, le bon protocole en moins de 10 secondes? Est-ce que vous pouvez le lire facilement dans ces conditions-là? Et surtout, est-ce que vous pouvez exécuter la première action sans aucune hésitation? Si la réponse à une seule de ces questions est négative, alors vous allez devoir retravailler votre plan, vos protocoles, ou ce protocole-là. Deuxième condition, le test de l'équipier novice. Alors là, c'est simple, hein, vous prenez l'équipier qui a le moins d'expérience, aucune préparation préalable, vous lui soumettez un scénario fictif, et puis vous lui demandez de gérer cette urgence sur la base du plan. Et là, vous observez. Est-ce qu'il trouve le bon protocole rapidement? Est-ce qu'il comprend ce qu'il doit faire? Et est-ce qu'il est capable d'exécuter les premières actions du protocole?
Et ce test est très révélateur parce que si ça ne fonctionne pas pour lui, ça veut dire que ça ne fonctionnera pas pour vous lorsque vous serez en situation de stress maximal. Troisième condition, le test en simulation réelle. Vous allez organiser une simulation surprise. En fait, vous allez dire à l'équipage, voilà, dans les prochaines 48 heures, il va y avoir une situation d'urgence à gérer. Mais vous ne dites pas laquelle. Vous la déclenchez et vous observez. Vous observez les réactions, les temps de réaction, qui fait quoi, les erreurs. Alors bon, soyez pas trop déçus si les résultats ne sont pas à la hauteur de vos espérances. C'est normal. C'est normal, c'est de la simulation, c'est de l'entraînement. Mais rappelez-vous que des erreurs en simulation, ça coûte rien. Alors que des erreurs en situation réelle, ça peut coûter très cher. Ces conditions ne sont pas des critères de perfection. Ces conditions vont être des formes de révélateurs. Elles vont révéler ces conditions où le plan a des failles. Et puis surtout, elles vont vous donner où sont les points d'amélioration. Dans les faits, nous sommes dans une boucle, on va dire une boucle d'amélioration continue. Un plan d'urgence, vous l'avez vu, ce n'est pas un document statique, c'est vraiment un système vivant. Un outil qui va évoluer avec l'expérience, qui va évoluer avec les navigations, avec l'équipage. Je vous encourage à développer cette forme d'habitude qui consiste à réviser en fait ces plans d'urgence, à noter qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qu'on peut pour la prochaine fois faire différemment. En tout cas, pour nous, sur Ikigai, nos 3 conditions sont vraiment le test de nuit. Est-ce que je peux mettre en place le protocole après un long quart dans le noir absolu? Le test de l'équipier novice, est-ce que le protocole fonctionne avec l'équipier le moins expérimenté? Le test de la simulation surprise, voilà, comment réagit? Est-ce que l'équipage réagit bien à cette simulation imprévue? Et rappelez-vous que votre plan d'urgence, c'est-à-dire ce plan général qui comprend tous vos protocoles, ce plan il doit être révisé, amélioré régulièrement. Voilà, maintenant vous savez pourquoi beaucoup de plans d'urgence sont totalement inutilisables le jour J. Et surtout, vous savez comment construire votre propre plan d'urgence. Un plan conçu pour le stress réel, connu de tous, avec des rôles clairs, testé avant d'être nécessaire et régulièrement amélioré. La sécurité en mer repose sur la préparation. Pas dans le matériel, pas dans la technologie, dans la préparation humaine. Et cette préparation, elle commence maintenant. Elle ne commence pas demain. Pensez à télécharger votre document de synthèse. Le lien est dans la description de la vidéo. Abonnez-vous à Ikigai Voyage. Chaque semaine, je partage des outils concrets pour vous aider à préparer votre changement de vie à la voile ou vos croisières en famille ou entre amis. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur le même thème dans notre playlist Sécurité, décision et responsabilité du skipper. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle était utile pour vous, pensez à la partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.